Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Et aujourd'hui du coup, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de révision de physique des oraux. Encore une fois en oral central, hein, donc fait pour être réalisé après en 30 minutes. Alors c'est de nouveau de la thermo, et oui, parce qu'en fait j'ai préparé deux exos de thermo, au cas où le premier était un peu court. Finalement, je l'ai pas donné, parce que j'ai pas eu le temps de le donner. Mais il est quand même cool, et je voulais quand même vous le présenter, parce que pour moi il y a plein de choses importantes à maîtriser ici. Donc c'est une machine thermique avec des sources variables, hein, donc c'est un truc que vous avez déjà dû rencontrer, je pense, c'est vraiment important je trouve. Parce qu'il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Soit des moyens, vous avez des notations hyper rigoureuses et du coup vous en sortez, soit des moyens beaucoup plus, disons, un peu à l'instinct, où vous comprenez un peu le sens, enfin le signe surtout des échanges thermiques, parce que vous avez un peu de jojote. Pour moi c'est vraiment ça qui est compliqué, hein, c'est le signe des échanges thermiques, et ensuite d'être bien rigoureux quand vous appliquez vos premiers et vos seconds principes. Donc ici, donc en fait qu'est-ce qui se passe? C'est une machine thermique ditherme, hein, assez classique, donc avec deux sources que j'ai appelées CF, un petit peu plus loin SC et SF. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup bref, parce que les notations sont bizarres. Et ensuite, du coup, votre système il va également avoir du travail, hein, qui va être apporté ou donné. En fait, je vous ai déjà mis ici le sens des flèches, mais a priori, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi est-ce que ces flèches sont dans ce sens-là et comment est-ce qu'on peut le deviner. En fait, au niveau de état final et de vos états final, états initiaux, pardon, états finaux, pour les sources chaudes et froides, en fait, vous avez quoi? Donc, pour la source chaude, à l'état initial, c'est de l'eau à 100 degrés avec une certaine masse. Et à l'état final, c'est de l'eau à une température qu'on cherche à déterminer. Si vous êtes malin, vous pourrez peut-être réussir à aller en dessous, c'est une erreur à moi, hein. Il faut déterminer la température et à toujours cette même masse d'eau. Et pour la source froide, du coup, cette fois-ci, vous avez de la glace. Vous avez 1 kg de glace à 0 degré. Et à la fin, en fait, cette glace est entièrement fondue, mais restée à 0 degré. Donc vous avez 1 kg d'eau à 0 degré. Donc ici, vous voyez que par rapport à une machine thermique classique, vos états de votre source chaude et de votre source froide varient au fil du temps, hein. D'où le fait que j'ai besoin de donner ces renseignements-là. L'idée, c'est que du coup, à chaque cycle, on a l'eau qui va se refroidir un petit peu d'une petite température d'été1, et en parallèle, une petite masse de glace qui va fondre. Alors, donc au niveau des questions qu'on va essayer de déterminer ici. Donc, dans un premier temps, on va essayer de choper l'état de la machine. Ce que j'appelle en fait l'état de la machine, j'aurais peut-être pu appeler ça nature de la machine. Autrement dit, c'est qu'est-ce que c'est? Un frigo ou un moteur? Alors pourquoi c'est forcément que les deux? Parce que machine ditherme, il n'y a que ça que vous pouvez faire, des frigos ou des moteurs. Et si vous me dites que vous pouvez aussi faire des pompes à chaleur, en fait les pompes à chaleur c'est des frigos. Parce que vous prenez de l'énergie à un truc froid vous l'apportez à un truc chaud. Autrement dit, vous faites un transfert thermique dans le sens contraire de d'habitude. Ça, c'est le frigo ou la pompe à chaleur. C'est juste que le frigo, vous cherchez à refroidir un truc vraiment froid, et la pompe à chaleur, vous cherchez à réchauffer un truc déjà un peu chaud. Mais sinon, c'est la même chose. C'est pour ça que le rendement varie, c'est pour ça qu'il me semble que le rendement varie légèrement. Mais en vrai, c'est pareil. Ou alors, vous faites un moteur. Du coup, le moteur, c'est quoi? C'est je fais mon échange thermique dans le bon sens, sauf que j'en profite pour prélever un petit peu de travail pour mon moteur. Là du coup ici on peut voir que globalement comment est-ce qu'on a ça, hein. Comment est-ce qu'on tranche. Donc ici on voit qu'on a du coup la source chaude qui globalement on va dire a priori se refroidit, on va déterminer exactement de combien, pourquoi, mais en fait surtout parce que la source froide du coup elle se réchauffe, puisqu'on passe de glace à eau, donc c'est que la source froide elle s'est réchauffée. Du coup si la source froide s'est réchauffée, il y a fort à parier que de toute façon la source chaude va baisser en température. Du coup si c'est ça qu'on se passe, on a en fait un transfert thermique dans le bon sens, dans le sens habituel des choses, donc c'est qu'on a un moteur, on a envie de récupérer de l'énergie. Ok, donc état de la machine, moteur. Je vais marquer nature, ça sera peut-être plus simple. C'est un moteur. Génial. Ensuite, après, on nous demande de déterminer d'abord dans un premier temps en fait, tous les renseignements qui nous manquent, c'est-à-dire la masse d'eau qui se refroidit, ainsi que la température finale. Alors en fait la température finale c'est un peu bidon, c'est pour ça que d'ailleurs que je l'avais rayé ici, parce qu'au début j'avais pas capté que c'était dans l'énoncé. Mais en fait simplement à la fin la machine marche plus, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça état final. Et du coup si la machine marche plus, c'est simplement que vous avez la même température dans le compartiment, dans la source chaude, dans la source froide. Dans ce cas il n'y a plus aucune source qui est la source chaude ou la source froide, vous avez deux sources froides ou deux sources chaudes, et du coup ça marche pas parce que vous n'avez pas d'échange thermique entre ces deux sources là. Du coup, si à la fin vous êtes à la même température pour que votre machine ne fonctionne plus, et que votre état final, on vous dit que la source froide elle est à 0 degré, et devinez quoi, la source chaude elle est aussi à 0 degré. Du coup, T1F en fait, hein, c'est évident, c'est 0 degré Celsius. Ok. Après, il faut trouver la masse d'eau. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Pour ça, a priori, ce que je vous propose, c'est qu'on applique directement le premier et le second principe de la thermodynamique au système. Alors, le système, c'est quoi? C'est toujours un peu bizarre dans les machines thermiques de se demander exactement sur ce qu'on travaille, mais il faut vraiment pas oublier qu'en fait, quand vous bossez sur un frigo, vous bossez sur le petit fluide qui fait des allers-retours entre l'intérieur de votre frigo et l'extérieur derrière votre frigo. C'est vraiment là-dessus que vous bossez. Quand vous bossez, je sais pas, sur un moteur, vous vous intéressez normalement vraiment au petit air qui se situe au niveau de votre piston et qui va être relâché par votre scope. C'est vraiment ça qui vous intéresse, si je me trompe pas sur comment marche un moteur. C'est pour ça que vous pouvez appliquer ça sur un cycle. Bon,
ça soit peut-être un peu plus pour le frigo, là on a un moteur, donc voilà. Alors, donc du coup, on va appliquer donc un premier principe au système sur un cycle, et ensuite un deuxième système, le deuxième principe de la thermo sur un cycle. Alors, déjà, le premier principe de la thermo, hein, ça va être tout simple, ça va vous dire que du coup, vous aurez, donc je vais appeler ça premier PPE, premier principe, au système, donc à sigma, sur un cycle. Vous obtenez donc delta U qui va être égal à QC, plus QF, plus W. Déjà, c'est ces deux notations que je trouve extrêmement ambiguës. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, QC, ok, c'est quoi? Mais je trouve que, donc en gros, c'est le transfert thermique de la source chaude, hein, bien sûr, mais ce que je trouve qu'on comprend pas bien, c'est s'il s'agit du transfert thermique de la source chaude vers le système ou du système vers la source chaude. Bon, alors là, c'est évident que c'est de la source chaude vers le système, parce qu'on sait qu'au premier principe, on considère tout vers le système. Mais là où c'est vraiment pas évident, c'est que pour le déterminer ce truc-là, ensuite on va appliquer le premier principe au système. Et là, on va de nouveau se retrouver avec QC, à la source chaude. Et là, on va de nouveau se retrouver avec QC, et on va être perdu. Est-ce que c'est de 1 vers 2 ou est-ce que c'est de 2 vers 1? On va être paumé. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, pour éviter les erreurs de signe à la con, c'est que soit on prenne des notations très rigoureuses, soit on réfléchisse. En fait, je vais essayer de faire les deux, un peu simultanément. Bon, du coup, ça, je vais pas du tout l'écrire comme ça. Je vais écrire ça QC, parce que c'est bien le lien transfert chaud, et je vais écrire de SC vers sigma, plus QF de SF vers sigma, plus le travail. Et encore une fois, le travail, c'est de la source extérieure de travail. Donc je sais pas, je vais pas appeler ça E sigma, mais je vais appeler ça vers sigma. Parce que c'est le travail vers sigma. Ok. Et en plus, comme on l'a sur un cycle, ici, l'idée c'est que le cycle va être infinitésimal. Donc du coup, je vous propose d'appeler ça delta Q et delta W. Ici, j'ai donné des deltas, notamment pour préciser que en fait, le transfert thermique chaud, froid et le travail va en fait évoluer sur chaque cycle. Voilà. Bon, évidemment, c'est 0 parce qu'on a une fonction d'état, donc du coup, c'est 0. Ok, de la même manière, en fait là on voit que ça nous aide pas beaucoup, parce que delta QC et delta QF on peut pouvoir les choper en appliquant effectivement les premiers principes à la source chaude à la source froide, mais delta ou W on va pouvoir le choper en fait, hein. Donc ça nous intéresse pas beaucoup. Ça va tout de même nous servir plus tard. De la même manière, du coup, je vous propose d'appliquer le deuxième principe. Donc le deuxième principe il nous dit quoi? Du coup on va appliquer le même système, hein, bien sûr. Deuxième principe, à sigma et sur un cycle. Donc on sait qu'on a delta S, donc il vaut 0, ça c'est parce que c'est une fonction d'état, et ça va valoir la petite entropie créée, plus l'entropie échangée. La petite entropie échangée. Alors l'entropie créée, ça va être 0, alors c'est pas évident, mais en fait on considère que sur un cycle, on a un truc qui est globalement réversible. Du coup voilà, c'est ciao. C'est plutôt vrai en fait sur un cycle, si le cycle est infinitésimal, et du coup ça va être vérifié si jamais votre machine fait beaucoup de tours, donc beaucoup de cycles, avant d'atteindre l'équilibre, et vous verrez que si c'est le cas. Et c'est plutôt vérifié, d'ailleurs, je tiens à préciser. Évidemment, dans ce cas-là, a priori, il nous manque des infos, hein, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit plutôt vérifié. Et du coup, il manque la petite entropie échangée qui va valoir 0. Ça, du coup, vous savez que c'est simplement delta QC sur TC, plus delta QF sur TF, qui du coup, normalement, est inférieur ou égal à 0. Voilà, on va dire que c'est égal à 0. Bon, encore une fois, vous voyez que mes notations sont à chier, parce que je vais pas préciser de quoi vers quoi c'était, donc c'est pour ça que ça, on va le rayer. On va plutôt préciser que c'est delta QC de SC vers système, divisé par TC, plus delta QF de SF vers système, divisé par TF qui est égal à 0. Ça peut sembler un peu lourd, mais je vous assure que c'est ultra pratique. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ce à quoi va être égal le transfert thermique chaud et froid. Bon, alors si on a un peu de jugeote, on peut directement voir qu'en appliquant les premiers principes sur la source froide et sur la source chaude, on va directement obtenir que le transfert thermique du coup de la source chaude, ça va globalement être égal, pour le moment je m'occupe pas du signe, à la masse d'eau, fois la capacité massique thermique de l'eau, fois la petite variation de température, qu'on va appeler dt1, et du coup ça plus tard je vais remplacer Tc par T1 et Ts par T2. Et on voit que la petite transfert thermique avec la source froide, ça va être égal en fait à la petite variation de la masse de glace, donc ça sera delta M2 fois du coup la chaleur latente de fusion, donc fois HF. Et après au niveau des signes, du coup maintenant on voit avec ce qu'on a vu précédemment, que la source chaude apporte de l'énergie au système, et comme dt1 sera négatif, il faudra qu'on mette un moins dessus, donc le transfert thermique soit positif. Et ensuite on voit que le système apporte de l'énergie à la source froide, donc il faut que le transfert thermique système vers froid soit positif, ou que le transfert thermique froid vers système soit négatif. Et comme delta N2 c'est la masse de glace qui se vaporise, c'est a priori positif ou négatif, on va voir tout ça après, mais je crois qu'il faut mettre un plus. Parce que normalement delta M2 est négatif, puisque c'est la petite masse de glace qui disparaît, donc ça doit être négatif, donc il faudra mettre en plus. Bon bref, vous voyez que vous pouvez le faire comme ça, au pire vous corrigez, et plus tard si vous avez un truc absurde vous corrigez. C'est pas méga élégant, à l'écrit ça marche, parce que à l'écrit vous pouvez faire 3 pages de calcul, puis changer tous vos signes, l'examinateur si vous faites ça proprement vers rien. À l'oral ça passe moins bien, donc c'est pour ça que soit vous pouvez directement balancer le truc, soit le mieux c'est d'essayer de faire ça un peu proprement.
Donc on a bien capté que pour stopper ces deux transferts thermiques là, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est premier principe sur un cycle encore une fois, mais à la source chaude et à la source froide. Ok, du coup bah, vous allez avoir la variation d'énergie interne de la source chaude, donc ça on a dit que c'était égal à quoi? Ça va être égal à donc, M01 fois CO fois DT1. Alors plus ou moins, bah, l'énergie interne elle a plutôt tendance à diminuer, or DT1 c'est négatif, donc bah du coup vous allez laisser tout ça. Donc du coup un delta U sera négatif, hein, c'est pour ça que je laisse ça ici en plus. Et ça du coup bah, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au petit transfert thermique chaud. Attention de quoi vers quoi? Du système vers la source chaude. Et donc du coup vous en déduisez quoi? On dit que vous ce qui vous intéresse vraiment, c'est-à-dire le petit transfert thermique de la source chaude vers le système, bah, ça va être égal en fait à moins M01 CO DT1. Du coup c'est positif, c'est exactement ce que j'avais analysé tout à l'heure. Ensuite maintenant on va faire la même chose pour la source froide. Donc cette fois-ci vous allez avoir quoi? Vous allez avoir donc delta U de la source froide sur un cycle. Ça c'est plutôt positif, parce que bah, cette fois-ci, bah, vous gagnez de l'énergie. Et en fait ça va être égal à quoi? Ça va être égal à delta M2 fois HF. Et en fait delta M2 c'est quoi? C'est la masse de glace qui se vaporise. Et est-ce que cette masse elle est plutôt positive ou négative? Bah, elle est plutôt positive, a priori, si je me cours pas sur le fini. Sur le truc que j'ai fait juste avant, je crois qu'elle est négative, mais je l'ai fait un peu à l'arrache, hein. J'ai fait un peu la méthode écrite, c'est-à-dire que j'ai supposé un truc et je me dis c'est après pour que ça le m'enseigne. Donc écoutez, est-ce que je fais confiance à mon papier à côté? Est-ce que j'ai fait à 10 minutes? Ou est-ce que je me fais confiance là? Bah, si on essaie de réfléchir, on voit que c'est clairement pas évident, hein, c'est pour ça qu'il faut faire ça bien. On sait que la variation d'énergie interne de la source froide va être positive, c'est évidemment d'ailleurs égal à delta QF du système vers la source froide, donc c'est égal à moins le delta QF qui nous intéresse. Ah oui, ok, du coup ça va être positif, et c'est pour ça que du coup tout à l'heure je l'avais négatif normalement. Bon, ok, delta QF de la source froide vers le système, hop, évidemment. Et bon, attendez, j'ai quand même un peu essayé de réfléchir, mais du coup HF c'est positif parce que c'est la chaleur latente de fusion, on est bien en train de réaliser une fusion donc c'est bien positif. Et du coup delta M2 en fait en toute rigueur c'est quoi? C'est la masse de glace qui se vaporise, et votre glace elle a plutôt avoir tendance, non c'est ça, votre glace a une masse qui diminue, donc delta M2 c'est négatif. Or vous voulez un truc positif, donc vous mettez un moins devant. Voilà d'où vient le truc que j'avais tout à l'heure. Ok, ouais c'est ça. Donc votre masse de glace elle a plutôt tendance à diminuer, donc du coup delta M2 va plutôt être négatif. Et du coup, bah, vous mettez un moins devant parce qu'il faut que delta USC soit positif. Ok, du coup à partir de là, bah, vous en déduisez directement delta M de HF qui doit être égal à delta QF de la source froide vers le système. Ok, du coup, bon, bah, à partir du moment où vous avez là, on va pouvoir réinjecter tout ça dans l'équation du haut, donc je vais appeler l'équation Cant 1, c'est l'équation de notre deuxième principe, hein, elle est juste ici. Hop, on va pouvoir réinjecter tout ça là-dedans. Je vais remplacer TC et TF par T1 et T2, ce sera plus simple. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc qu'on a le petit transfert thermique de la source chaude vers le système, c'est-à-dire ce truc-là, sur T1. CO T1 sur T1. Plus, du coup, cette fois-ci, ça va être delta M2 HF sur T2, qui va être égal à 0. Bon, et du coup, bah, à partir de là, donc ce qu'il faut, ça va être évidemment voir que T1 varie, donc vous pouvez pas intégrer ça comme dans Sagouin de manière linéaire. Par contre, T2 varie pas, parce que du coup c'est votre glace, ça c'est la température de la glace, hein, et votre glace elle passe de 0 degré à de l'eau liquide à 0 degré. Donc ça c'est cool, ça varie pas. C'est ce qui nous permet de pouvoir justement intégrer ça facilement. Donc je vais simplement du coup raisonner sur cette égalité. Et donc on va obtenir du delta M2 HF sur T2 fois 1 divisé par M01 CO. Ok. Bon, et du coup, maintenant, bah, on va intégrer ça. Donc, on va intégrer cette équation entre E1 et enfin, entre l'état initial et l'état final. F, pardon. Ok. Du coup, bah, en fait, donc là, vous allez obtenir Ln de la température de la source chaude. Et là, bah, vous allez obtenir la variation de masse. Donc, du coup, donc, entre l'état final et l'état initial, bah, du coup, vous allez obtenir Ln de T1F sur T1I. Et ça va être égal à quoi? Bah, ça va être égal à la masse que vous avez à la fin, c'est-à-dire 0, moins la masse que vous avez de glace à l'état initial, c'est-à-dire M02. Donc à côté, bah, vous allez obtenir donc au total 0 moins M02, c'est-à-dire moins M02, HF, sur T2, M01, CO. Ok. Et bon, en même temps, là, on est content, parce que du coup, on a bien un rapport. Ici, on a bien une énergie, parce que là, c'est une énergie massique. Là, vous avez une masse. Et là, vous avez une énergie massique par température. Là, vous savez tout ce qu'il faut. Et en même temps, vous êtes encore plus content, parce que du coup, ça, c'est positif, 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 positif. Et bien sûr,
Oui d'ailleurs T2, là vous pourrez penser que c'est 0 et que du coup je divise par 0, pas du tout, hein, T2 c'est 273 en réalité. Je trouve ça plus clair de préciser les températures en Celsius, mais n'oubliez pas que dans les calculs c'est en Kelvin, donc là on a 273, c'est pas du tout 0, il n'y a aucun problème. Et enfin à droite, du coup on a bien T1F sur T1I. Oh la température finale alors, on est plus petite que la température initiale, donc là vous avez un truc qui est évidemment plus petit que 1, pardon, qui est négatif, enfin ce qui est dedans est plus petit que 1, donc le ln est négatif, d'où le fait que vous avez quelque chose de négatif à droite. Bref, tout va bien, on ne sait pas quoi dans les signes. Donc vous voyez que ces signes là, vous pouvez soit les choper en étant très attentif, bien sûr, sur les signes, ici, donc en bien précisant à chaque fois de quel système c'est vers quoi, ça vous permet d'éviter de vous pourrir dans les signes, soit en réfléchissant un peu avec un sens physique, c'est pas évident du tout. Et au pire, bah, si là j'avais un plus, je me rends compte qu'une fois que j'ai un moins, donc je modifie par un moins. Bon, évidemment, à l'écrit, vous pouvez faire ça, à l'oral, ça passe un peu moins. Bon bah du coup nous ce qu'on voulait à la base c'était M01, donc si on récapitule on a quoi? On a M01 qui va être égal à quoi? Qui va être égal à du, je vais directement changer les signes, M02, et je vais multiplier ça par HF, qui fait partie de CO, et en plus je vais avoir dénominateur un petit logarithme de T1I sur T1F. Ok, normalement je ne me trompe pas. Et ça du coup bah, ça vous fait du ln de 373 sur 273, dont toutes les valeurs numériques pour être trouvées, je trouve ça va méga intéressant de le faire, donc je vais pas forcément remplir tout ça. Mais voilà, ça vous donne ici une idée et bien du bien de la valeur de n0. Évidemment, je vous laisse éventuellement faire l'application numérique. Alors normalement, du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je veux que je l'ai pas calculé avant et je crois que j'ai pas de calculatrice sous la main, donc je vais pas le faire. Mais bon, voilà. Ça pourrait être intéressant de le faire. Ok, et après, du coup, bah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste donc à calculer le rendement et le rendement par rapport au rendement de Carnot. Alors, bah, moi, j'ai commencé donc par directement déjà exprimer le rendement de Carnot. Parce que c'est du coup c'est plus simple, voilà, on fait des trucs faciles. Alors, déjà ici on a dit qu'on avait évidemment un moteur. Il faut bien analyser ça parce qu'en fonction de si on a un moteur, un frigo ou quoi, le rendement va changer. Alors, le rendement de Carnot, comment est-ce qu'on définit pour un moteur? Déjà, comment est-ce qu'on définit le rendement tout court pour un moteur? Bah, c'est moins le travail sur le transfert de la source chaude. Pourquoi? Parce que c'est globalement ce qu'on récupère, le travail. Bon, alors le travail est négatif en toute rigueur pour un moteur, donc on met moins. Si vous voulez, vous verrez comme ça. Ça marche aussi. Et qu'est-ce qu'on dépense? Bah, c'est bel et bien le travail de la source chaude. Par exemple, dans un moteur, ça va être la combustion emportée par l'essence. Okay. Et ensuite, après, bah, du coup, en utilisant le premier principe sur un cycle, si vous avez une machine d'itermes classique, hein, là je considère qu'on a une machine d'itermes classique, enfin ça c'est vrai tout le temps. Alors, si machine d'itermes classique, bah, du coup, en appliquant le premier principe donc, sur un nombre fini de cycles entre l'état initial et l'état final, en fait, vous avez simplement que moins W c'est égal à QC plus QF. Parce que bah, du coup, vous aurez delta U égale, bon, je précise pas, hein, mais vous aurez delta U égale 0 et c'est QF plus QC plus W. Bon, bref, du coup, dans ce cas, vous aurez du neta qui vaudra du QC plus QF sur QC. Ça, évidemment, c'est égal à 1 plus QF sur QC. Et en plus, bah, maintenant, devinez quoi? Déjà, c'est bien pour petit Q1 parce que vous avez QF qui est négatif et QC qui est positif. En plus, si vous faites le second principe de la thermo, sur un nombre fini de cycle entre l'état final et l'état initial, bref, bah, vous obtiendrez que QF sur TF plus QC sur TC c'est inférieur ou égal à 0. Du coup, à vous, ce qui vous intéresse, c'est QF sur QC, donc vous faites passer ça de l'autre côté, et vous multipliez, enfin vous divisez par TC, vous multipliez par TF, ça vous donne donc QC sur QF de plus petit que TF sur TC, avec un moins. Et du coup, bah, vous obtenez simplement que neta, donc neta Carnot, hein, c'est quand là vous avez égalité, donc égal à 1 moins TF sur TC. Voilà, c'est le transfert de Carnot. Donc vous avez intérêt à avoir une source chaude infiniment chaude et une source froide quasiment proche de 0. Ok. Maintenant, pour le rendement que vous avez là. Pour le rendement que vous avez là, l'idée c'est qu'encore une fois, il va falloir qu'on calcule en fait, le travail sur le transfert thermique de la source chaude. Et du coup, en fait, pour ça, on voit qu'il faut qu'on exprime le transfert thermique total que la source chaude donne sur le transfert thermique, sur en fait, le travail total que la machine va récupérer. Du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, déjà, pour exprimer le transfert thermique de la source chaude, c'est pas le plus dur. En fait, essentiellement, il faut voir qu'en tout, notre eau, donc notre eau liquide, à l'état initial, elle était à 100 degrés, à l'état final, elle est passée à 0 degrés. Donc, en tout, sur tout le nombre de cycles qu'on a fait, même si on en a fait 3 milliards, on a filé l'équivalent d'énergie de 100 degrés d'une eau de masse M01. C'est-à-dire que la masse M01, n'oubliez pas, non, on la connaît. Donc du coup, QC, on peut facilement déterminer ce que c'est. QC, ça va donc être simplement le transfert thermique qui est encore une fois positif, qui a filé l'eau. Donc ça va être égal à M01 fois la capacité thermique d'un cycle de l'eau, fois T1I moins T1F. Je mets ça pour que ce soit positif. Ça, vous pouvez le rechoper en appliquant le premier principe entre l'état final et l'état initial à l'eau. Bon voilà, d'ailleurs ça je l'ai pas précisé, mais du coup, ça provient d'un premier PPE à la source chaude
entre l'état initial et l'état final. Voilà. Ok. En parallèle, on a toujours cette équation qui est vraie. On a toujours donc cette équation qui est vraie. Si j'applique mon premier principe sur un nombre entier de cycles entre l'état final et l'état initial, on a toujours ça. Donc en fait, on voit que du coup, pour choper W total, il nous suffit simplement de choper cette fois-ci QC. Pardon, QF. Donc bah du coup QF on pourra le choper exactement de la même manière. Donc QF ça va être quoi? Bah ça va être l'énergie, bon ça va être négatif, mais au total on a apporté pour réchauffer toute la classe. Donc QF ça va simplement être égal à M02, puisqu'on a vaporisé, on a fusionné M02 de glace fois HF. Et en même temps il faut que ce soit négatif, alors tout là on est tout positif, donc on va rajouter un moins. Voilà. Et du coup bah maintenant on voit qu'on a tout ce qu'il faut, parce que du coup bah W, ça va simplement être égal à moins QC, moins QF. Donc c'est égal à M02 HF moins M01 CO, facteur de T1I moins T1F. Ok, donc ça c'est plutôt logique, ça veut simplement dire que en tout, alors attendez, déjà on va voir si ça a un sens ou pas d'écrire tout ça. Oui, c'est ça. Je voulais juste vérifier que ce soit bien correct ce que j'écris, mais en fait comme les signes bougent, bref c'est bizarre. Du coup bon oméga, ça va simplement être plus, donc moins et plus. Voilà, vous avez votre moins oméga. Du coup maintenant ici, donc divisez tout ça par QC, et donc vous allez obtenir ce qui vous intéresse. Alors évidemment, il faudrait s'amuser à faire des calculs d'application numérique. L'idée c'est donc que là vous avez M01 qui va valoir tout ça. Normalement vous connaissez toutes les valeurs qui sont là. Donc encore une fois j'ai pas la calculette sous la main, mais vous pouvez vous amuser à faire ça. Et du coup à calculer notamment le rendement de Carnot, ça on peut le calculer facilement. Et en même temps du coup vous vous amusez à calculer ces rendements là. Donc je vais pas faire les applications numériques, alors bon ça en vrai je vous avoue que ce serait intéressant de les faire, mais surtout c'est les conclusions qui sont encore un peu plus intéressantes. En fait vous allez tomber sur un rendement pourri, donc du coup j'ai pas le vrai état, mais il sera pourri. Alors juste avant d'expliquer pourquoi, je vais rapidement donner une troisième technique qu'on pourrait utiliser pour calculer oméga. On pourrait simplement également, hop, un petit problème de focus j'ai l'impression, voilà. On pourrait également simplement intégrer delta oméga entre l'état initial et l'état final, mais en fait ça revient à faire exactement ce que j'ai écrit là. Je fais un petit aparté. Pourquoi? Parce que du coup on a vu tout à l'heure que delta oméga plus delta QC plus delta QF valait 0, ça c'est un premier principe sur un cycle, sur un seul cycle. Et après du coup il suffit en fait d'intégrer tout ça, et du coup entre EI et EF. Alors du coup intégrer QC entre EI et EF, vous allez obtenir exactement ça. Et intégrer QF entre EI et EF, vous allez obtenir également exactement ça. Ce que vous pouvez voir notamment avec les petites expressions ici des cycles que j'ai filées, qui sont là et là. Donc là vous avez votre infinitésimal, si vous l'intégrez, ça c'est constant, donc dt1 va juste vous faire T1. Et en même temps vous pouvez le choper là. Voilà. Donc voilà, donc en fait ça revient à essayer d'intégrer votre travail entre E et UF, ça revient à faire exactement ce que j'ai fait auparavant. Merde, ça revient à intégrer le travail entre E et UF, ça revient à faire ce que j'ai fait. Ok, du coup, donc ça pour dire que au total vous allez obtenir un rendement qui va être pourri. Et du coup pourquoi votre rendement est pourri? Parce que notamment vous avez des pseudo-sources déjà, donc ça c'est vraiment très terrible. Et en plus parce que du coup vous avez bel et bien l'entropie qui va être échangée. En fait, on considère que sur chaque cycle, l'entropie échangée est nulle. Donc sur chaque cycle, on a quelque chose qui est réversible. Mais évidemment, la machine n'est pas du tout réversible en soi. Vous n'êtes pas du tout capable de retransformer votre glace en eau, votre eau en glace, et en échange de faire réchauffer votre masse M01 d'eau. Donc évidemment, c'est absurde. Et du coup, même si en fait sur chaque cycle, votre eau, vous n'avez pas l'entropie échangée, en vrai, vous en avez. Du coup, c'est pour ça que vous avez un rendement qui est pourri. Et ça, c'est d'autant plus vrai si vous avez des pseudo-sources. Par rapport à des sources réelles, au moins en fait comme vos sources varient pas, l'entropie de vos sources bouge pas considérablement. Donc forcément, voilà. Là typiquement on voit que pour passer de la glace à de l'eau, on a considérablement augmenté l'entropie, parce qu'on a quand même eu un changement d'état. Donc voilà. Ok. Disons, on pourrait s'amuser à faire tout plein de calculs sur la variation d'entropie de chacune des sources. Après tout, on sait que la variation d'entropie de la source froide sera simplement du coup HF fois la masse, évidemment, donc M02 HF divisé par DF, divisé par 273 quoi. Bref, on pourrait s'amuser à faire plein de calculs. C'est pas forcément ici le but de l'exo, mais ça pourrait se faire. Bon, enfin voilà, du coup tout ça pour dire que c'est donc un exo qui est quand même, je trouve, assez sympa, qui nous permet de revoir pas mal de choses essentielles en physique sur les machines thermiques, donc notamment, le fait que ce soit un moteur en frigo, je sais pas, le fait que sur les pseudo-sources, il faut bien essayer de faire gaffe aux signes, il faut bien essayer de se demander dans quel sens vont les échanges, parce que c'est vite fait de se tomber sur des signes, voire même le pire de se tomber sur deux signes, là c'est la catastrophe, parce que si jamais ça se compense, vous aurez une partie qui est faux, et vous n'en rendrez même pas compte, donc faites vraiment gaffe. Et puis en même temps, quand on faire des petits rappels sur les
petit rappel de cours sur le rendement. Bref, bah écoutez, en tout cas, j'espère que l'exo vous aura plu. Normalement, il me reste plus qu'un seul à corriger, c'est le méca flux. Je vais pas le faire tout de suite. Je sais pas trop quand ça arrivera. Je suis pas trop le temps souvent, mais je vais essayer de le trouver. En tout cas, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui ont déjà commencé les oraux. Au moment où je tourne ça, c'est pas encore le cas, mais je pense que ça va arriver bientôt. Et du coup, bah ouais, bah voilà, bon courage. Et puis, bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao, ciao!